Bonsoir, et les amis de l'Institut hellénique de la diplomatie culturelle de Paris. Et nous avons le plaisir aujourd'hui et l'honneur d'être reçus dans sa résidence parisienne par monsieur Monseigneur Constantin Morosi, qui est donc un grec, d'origine grecque, et qui est l'écrivain d'un livre qui est assez formateur sur plusieurs éléments de l'histoire de la Grèce à travers de la découverte de la Vénus de Milo. Donc ce livre s'appelle L'énigme de la Vénus de Milo, à l'édition Archipel. Et merci beaucoup, Monseigneur Constantin Morosi, de nous avoir reçus chez vous et d'avoir dévoilé vos secrets d'écriture à ce niveau-là, sur ce livre-là, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. J'ai appris beaucoup de choses, et plus que ce que d'ailleurs on pouvait imaginer. Et donc voilà, ce livre qui est très intéressant au niveau historique, est-ce que se situe au niveau de la fiction ou au niveau des éléments historiques que vous nous apprenez? Et la réalité alors et la fiction, ou les deux? D'abord, je vous remercie infiniment d'être ici, à la maison. C'est un plaisir de vous revoir, d'ailleurs, et je suis très, très honoré d'être interviewé par vous. Et pour répondre, oui, à cette question, non, c'est vraiment... ce livre, je l'ai écrit à partir d'éléments vraiment historiques. Donc, on est beaucoup plus dans la réalité que dans la fiction. La fiction, si on peut l'appeler comme cela, ce sont peut-être des commentaires, des commentaires poétiques que j'ai vus, qui sont de mon cru. Mais si j'ai écrit ce livre, il y a plusieurs raisons. La première, ce qui l'a provoqué, comme je l'ai écrit, et à qui je l'ai dédié, c'est un de mes oncles éloignés, un certain Alexandre Sébastien Morosi, qui était d'ailleurs officier de marine, et victime du communisme, de la dictature de Ceausescu. Il s'est retrouvé très démuni, donc il a dû quitter la Moldavie, qui était son pays, où il avait des terres d'ailleurs magnifiques, immenses. Il a tout perdu grâce à ce régime. Et il s'est exilé dans son pays en réalité d'origine, dans ses vraies racines, la Grèce, à Athènes. Je ne l'ai pas connu à Athènes, mais je l'ai connu plus tard dans un autre exil en Suisse, où il a fini sa vie en Suisse. Et c'est là où j'ai rencontré. J'ai une admiration pour cet homme qui, après toutes ces épreuves, a gardé plus que sa dignité. Et au-delà de la dignité, il n'avait même pas de revanche vis-à-vis de ce régime, vis-à-vis de cette cruauté. Donc il a transcendé tout cela. Et il m'a dit, Constantin, tu sais, je viens de lire un livre d'un auteur dont le nom est Camille Vergnol. Ce Camille Vergnol, très peu connaissent cet auteur, qui date des années 30, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, et il a écrit une biographie sur Dumont d'Urville, le fameux amiral Dumont d'Urville. Et il me dit, dans ce livre, il y a un chapitre sur l'histoire de la Vénus de Milo, et sa découverte. Et me dit-il, nous avons un ancêtre, un certain Nicolas Morosi, qui était à l'époque grand drôlement de la flotte, c'est-à-dire donc chef de l'arsenal, ce qui en France correspondrait à secrétaire d'État à la marine, donc un poste important. Il avait la haute main donc, sur tout l'archipel. Et donc il me dit, il faut absolument que tu trouves ce livre, ou que tu aies le moyen de le faire, car moi, par hasard, je l'ai lu grâce à des amis, mais je ne l'ai plus. Et donc, il faut que tu te débrouilles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque?
Vous imaginez, ça peut être dans les années 72 ou 13, Ah oui. donc il y a près de 50 ans. Donc à l'époque, il n'y avait pas tout ce numérique et toute cette possibilité de communication. Donc il n'y avait qu'une solution, c'était la Bibliothèque nationale. Alors je suis allé à la Bibliothèque nationale, j'ai fait une demande de ce livre, je l'ai eu très rapidement. Donc j'ai fait une photocopie de ce livre. Et là, effectivement, ça a été ma première source par rapport à cette découverte de la Vénus de Milo. Donc, ça a été la première raison, effectivement, d'écrire ce livre. Pourquoi? Parce que Alexandre, mon oncle, m'a dit tu te dois de le faire, mais en principe, évidemment, ça serait beaucoup mieux que ce soit ton père, qui lui est un grand professionnel, qui est un historien, écrivain, reconnu. Alors, donc, je suis allé voir mon père, je lui ai demandé de le faire. Il m'a dit, mais mon pauvre chou, tu sais, j'ai 3 livres en projet, dont un que je suis en train d'écrire sur Alexandre Ier. D'ailleurs, qui n'est pas très loin de cette histoire, justement. Mon père était très intéressé, mais il m'a dit, franchement, je ne peux pas pour le moment, on verra. Et puis pendant ce temps, j'ai toujours aimé la lecture, ayant eu 2 parents écrivains, l'un et l'autre, les 2 fascinés par la Grèce, l'un qui en est incarné, si je puis dire, mon père. Ma mère était française et passionnée par la Grèce. Elle disait d'ailleurs en tant que poète, la Grèce a une lumière unique au monde. C'est la plus belle des lumières, lumière physique, mais lumière spirituelle. Bien sûr, bien sûr. Voilà ce que disait maman. Pour revenir à cette histoire dont j'ai beaucoup chiné, comme on dit, dans les différentes librairies. Il y avait la librairie d'Orient, Samuelian, rue Monsieur-le-Prince, à l'époque, la librairie grecque de la rue Vaugirard, et tant d'autres librairies, dont la Procure, et puis mes amis grecs, où j'ai découvert nombre d'ouvrages que je cite dans ce livre. Bien sûr, c'est une bibliographie d'ailleurs assez riche. N'est-ce pas? Effectivement, on comprend que vous citez aussi plusieurs événements historiques assez importants. Mais ce qui est très bien dans ce livre-là, c'est que vous prenez en fait le fait historique et vous racontez votre propre histoire. Et vous donnez une version de la découverte de Vénus de Milo que l'on ne connaît pas, évidemment. Et pour ceux qui connaissent même, ils découvrent différemment l'histoire. Ce qui est très intéressant et très palpitant même. Alors, pourquoi j'ai fait cela? Pour la raison suivante, c'est que Nicolas Morosi, le grand roman de la flotte, n'a pas été, je veux dire que je ne parle pas de complaisance, mais de, comment dirais-je, d'éclairage de son rôle réel, de sa personnalité. D'ailleurs, c'est un des 3 personnages de votre livre, Nicolas. Absolument. Et je trouve que du côté français, il a été très peu mis en valeur. Sauf un guide Michelin que j'ai gardé, qui lui donne toute l'importance qu'il avait, en disant que, en fait, c'était lui le véritable acquéreur de la statue, guide Michelin, et que, comment dirais-je, et puis que c'était une personnalité importante de la Grèce à ce moment-là. Alors, c'est une manière, si vous voulez, de rappeler quand même son rôle, son origine. Il était quand même fils et petit-fils de prince régnant de Moldavie. Et puis, en plus de ça, avec des ancêtres encore beaucoup plus anciens, si vous voulez, remontant jusqu'à Byzance, où il avait des ancêtres quand même qui ont été hauts dignitaires de Byzance, puisque notre premier martyr connu, un certain Constantin Morosi d'ailleurs, était un proche, et beaucoup d'historiens disent même le gendre, du dernier empereur de Trébizonde, David Conan. Alors c'est une manière, si vous voulez,
de rappeler cela pour remettre en valeur Nicolas, qui a été quelque peu oublié, et surtout falsifié, si j'ose dire, malgré eux, parce que ces historiens peut-être connaissaient mal l'histoire, qui est la suivante. Nicolas n'a pas été, il faut le dire, martyr, c'est-à-dire exécuté par le sultan à cause de la Vénus de Milo, pour vouloir en faire l'acquisition, qu'il avait faite d'ailleurs. Mais c'est pas du tout pour ça qu'il a été. Et qui était revenu après à Paris. C'était pour une autre raison. À Toulon et puis après à Paris. Que vous connaissez bien, C'est en fait, c'était comme sa famille, comme son frère Constantin, martyr aussi, grand drôlement la suivi une porte, bien sûr, qui a été exécuté d'une façon épouvantable, qui a laissé son nom à une des rues d'Athènes. C'est son frère Constantin, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi il a été finalement exécuté? C'est à cause de l'hétérie. Cette fameuse société secrète dont le patron, d'ailleurs, était un de nos parents, Alexandre Ypsilanti. C'est une famille à laquelle on est apparenté depuis Trébizon, justement. On a la même origine. Illustre. Alors, si vous voulez, le sultan, grâce à une police secrète très bien organisée, a fini par savoir que, d'un côté, il servait bien entendu la sublime porte, il en était obligé, vu sa fonction, mais d'un autre côté, en tant que fanariote, on y reviendra, il a toujours pensé à la restauration de la Grèce, même de la Grande Grèce, même de Byzance, et de mettre la croix sur Sainte-Sophie. Sujet de brûlante actualité. Exactement. Telle enseigne que c'est en fait ce qui a provoqué son exécution. Quand le sultan a su cela, ivre de rage, il l'a fait exécuter. Mais ce n'est pas du tout à cause de l'acquisition de la Vénus de Milo. C'est une chose que je devais, si je puis dire, remettre en bonne place. Alors, votre livre, il est très intéressant pour un autre aspect aussi. C'est l'aspect franco-grec, puisque vous êtes moitié français, moitié grec. Votre maman est française, était française. Donc, ce qui est intéressant, donc, bien sûr, c'est que de savoir que les personnes qui sont intéressées par l'art, l'histoire, connaissent très bien, c'est que cette statue est arrivée en France. Tout le monde le sait même, sans connaître l'histoire, puisqu'elle se trouve au Louvre. Mais dans quelles conditions elle est arrivée et comment les Français ont pris soin au Louvre pour la restaurer. Surtout qu'elle est arrivée à une période assez difficile pour la Grèce, puisqu'on était juste avant la Révolution, prémisse, dernière préparatif, le prémisse de la Révolution grecque en 1821. Donc, pour vous, votre inspiration, vous nous avez effectivement évoqué, et l'aboutissement de ce livre, qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce livre? Maintenant qui est fini, qui est bien édité, que les gens achètent, qui lisent, et qu'est-ce que vous attendez de ce livre-là? L'inspiration, c'est une chose, mais l'attente de ce livre, c'est une autre. Beaucoup de choses. C'est-à-dire que il y a, si vous voulez, une crise de civilisation actuellement qui est invraisemblable, mais je crois, vous savez, en tant qu'orthodoxe, à une renaissance. La preuve, c'est que après plus de 4 siècles de joug ottoman, la Grèce a réussi d'une manière héroïque, je dirais même homérique, à retrouver son indépendance. Mais malheureusement qu'une petite partie, parce que la Grèce de l'époque de 1821 comme celle d'aujourd'hui n'est pas celle qu'elle a été. La Grèce a été le numéro 1 mondial, on peut le dire, à un moment donné. Quand on pense à Alexandre le Grand dont on parlait tout à l'heure, d'une part. Et puis il y a eu, après Rome, il y a eu Byzance, donc il y a eu encore une renaissance de la Grèce à travers Byzance.
la Grande Grèce. Et pourquoi je dis ça? Parce que je crois qu'il y aura un retour un jour ou l'autre de la civilisation, c'est pas possible autrement, étant donné que la barbarie ne peut pas continuer. La Vénus de Milo, justement, incarne l'éternel féminin. Et je crois que c'est par les femmes, qui prennent d'ailleurs de plus en plus d'importance aujourd'hui, et j'en suis ravi, parce qu'elles sont beaucoup plus que les hommes facteurs de paix. Et dans ce livre, ce que je vois, c'est rappeler ce qu'étaient les grandes valeurs de la civilisation, de la philosophie, de la démocratie, le christianisme. Et comme je le dis dans ce livre, on doit tout à la Grèce à cet égard. C'est incroyable. Que ce soit la philosophie, le théâtre, je n'ai pas besoin de citer des noms, n'importe quelle personne cultivée le sait. Et c'est une manière de rappeler, surtout aux Européens, qui sont de moins en moins baignés par la spiritualité, de se ressourcer à travers ce genre modeste de ma part. Il y a de bien plus grands écrivains que moi qui ont donné des exemples, mais je crois que, comme l'a fait Chateaubriand d'une autre façon avec le génie du christianisme, vous citez d'ailleurs en préface Chateaubriand. Je cite que j'admire. D'où les liens avec la France aussi. N'est-ce pas? Qui d'ailleurs, comme l'a dit Jean d'Ormesson aussi, je le cite, que Homère était le plus grand de tous les écrivains. C'est ça qui était formidable dans la Grèce, c'est rappeler que la mythologie, sa mythologie est peut-être le sommet de la philosophie finalement, la mythologie grecque. La philosophie, que ce soit Kant, que ce soit Spinoza, que sais-je, Sartre, et qui l'on veut, ils sont tous les dans anciens la de mythologie grecque. Elle tient tout. Alors c'est ça que j'ai voulu un peu dire, si vous voulez, et montrer en même temps que le sang des martyrs dont nous sommes ne peut que faire refleurir le monde grec, byzantin, orthodoxe, chrétien. Parce que qu'est-ce que veut dire le mot orthodoxie qui vient du grec? La vraie foi. Catholique, bien sûr, mais ça ne fait qu'un, orthodoxe et catholique. La vraie foi est catholicos universelle, la vraie foi universelle. Donc ça, je crois que c'est quand même très important, le côté mystique, d'abord. Ensuite, il y a le côté historique, où rappelons que ces valeurs que Jacqueline de Roumelly a tellement bien plaidées doivent être rénovées à l'université, à la Sorbonne notamment, pour le meilleur de notre enseignement, de nos universités européennes. Voilà peut-être ce que je peux dire. Bien sûr, bien sûr. J'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt, d'autant plus qu'à la fin, quand j'ai eu à faire le bilan de ma lecture, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai finalement, à l'occasion de la traversée de la Vénus de Milo de Grèce en France, vous nous transportez dans une autre traversée aussi historique de la Grèce vers la France. Oui. Et les liens entre les deux pays, ce qui est en soi très émouvant, puisque moi-même je suis en France depuis presque 30 ans, un petit peu plus que 30 ans, et que je me suis retrouvée un petit peu aussi dans l'histoire et dans le sentiment qu'on puisse avoir dans l'histoire d'un lecteur. Et ce qui est fascinant pour votre livre, je vous félicite. Et j'ai vu aussi qu'il y a des personnes qui ont collaboré. Bien sûr. Jean voulait en parler un petit peu. Oui. Et j'ai vu Martinez aussi, du conservateur du Louvre, qui a fait donc Alain Pasquier aussi, voilà. qui a été la légende des conservateurs
comment dirais-je, des antiquités grecques et romaines du Louvre. Et d'ailleurs, c'est un peu lui qui m'a projeté vers Jean-Luc Martinez, qui en fait était son élève. C'est ça. Et puis, j'ai aussi une amie, Stéphanie Lebaille, qui est un jeune écrivain, qui m'a un peu aidé aussi à faire un plan, si vous voulez, tout ça, en tant que professionnel. Et puis il y a aussi son Excellence, l'ambassadeur Anthony Nicolaïdis, qui est un grand ami d'ailleurs, mais pour qui j'ai une grande admiration, car c'est non seulement un grand diplomate, mais un homme d'une culture exceptionnelle, et qui aussi m'a donné des axes, si vous voulez, vous voyez, au moment où mon manuscrit était prêt. Anthony Nicolaïdis, c'est une source d'histoire et d'imagination hors du commun. Un grand monsieur. Très bien, c'est un grand monsieur. Un grand monsieur. Donc vous avez eu effectivement des gens qui vous ont prêté main fort. Et puis d'autres encore. On rappelle, même Jacques-Yves de Roumier en son temps, si vous voulez, vous voyez, j'avais déjà ce projet, mais il était évidemment encore lointain. Et il y a aussi une raison que j'oublie, c'est que le temps passant, mon père n'a jamais eu le temps de s'occuper de ça, compte tenu du nombre de biographies qu'il a écrites, notamment sur la Russie, parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose quand même, c'est que, comme je disais à votre ami tout à l'heure, nous sommes de la branche de Mourouzi, c'est lui qui a pris une option vers la Russie. Pourquoi? Parce que quand elle a vu que, sur un plan géopolitique, c'était la stratégie, que l'orthodoxie était en grande peine, si je puis dire, que le flambeau était du côté de Moscou, beaucoup plus que de celui de Belgrade ou de Bucarest, où nous avions une importance politique par la Moldavie et la Valachie. C'est là où on a eu plus d'importance d'ailleurs. Bien, donc on a eu cette option, et jusqu'au martyr, puisque un de mes ancêtres, Dimitri Mourouzi, grand gouvernement de la Sublime Porte, qui était d'ailleurs un oncle de Nicolas, a quand même cédé la Bessarabie, dite Moldavie, République de Moldavie aujourd'hui, vous voyez, à la Russie en 1812. C'est quand même extraordinaire. Et à partir de là, nos têtes étaient mises à prix. À quel prix? Par le sultan. Et c'est comme ça que nous sommes partis en Russie avec l'aide du patriarche Grégoire, le patriarche Grégoire de Constantinople, qui lui-même a fini en martyr, en partie à cause de ça. En partie à cause de ça. Pendu aux portes de la grande église, vous imaginez. C'est terrifiant. Alors quand on pense à l'actualité aujourd'hui, bon, on peut respecter une nation pour ce qu'elle est, mais il est évident que quand on voit le comportement de M. Erdogan, croyez-moi, le cœur bat vraiment très très fort dans le sens que vous imaginez. Ça nous fait jaillir en fait des mauvais souvenirs. C'est effrayant. Et bien évidemment, on essaye toujours d'avancer en oubliant, en pardonnant, en essayant d'avancer dans une voie de paix, mais malheureusement, mais à la différence, on n'est pas tous pareils. Et à la différence que il y a certains sultans, dont Soliman le Magnifique. Ah oui, c'était différent. C'était différent. C'était autre chose que M. Erdogan. C'était des gens qui avaient non seulement un autre sens politique, mais surtout une culture raffinée, qui était pétrie de Byzance. Pétrie. Et certains d'entre eux, comme vous le savez, ont épousé des princesses grecques. Et c'est ces princesses qui souvent d'ailleurs les ont policées, étonnamment. Et les fanariotes, justement, j'allais vous demander pour les fanariotes, puisqu'on vous le trouve dans le document, ont eu leur rôle, justement, non seulement pacificateur, mais policière. C'était quoi le fanariot? Alors les fanariotes, ce sont des débris, si j'ose dire, de l'aristocratie byzantine. À 95%. À 95%. Parmi eux, bon, les premiers, j'aurais dû d'ailleurs les magnifier beaucoup plus que je l'ai fait dans mon livre,
mais malheureusement, c'est un peu tard, mais je peux le dire maintenant oralement, ce sont les Cantacuzènes. Parce que ce sont les derniers, si vous voulez, descendants des empereurs, auxquels nous avons d'ailleurs la fierté et le grand honneur d'avoir un sang commun. Nous sommes tout à fait apparentés, on a eu plusieurs mariages avec eux, depuis le Moyen-Âge d'ailleurs. Et les Cantacuzènes, bon, sont les premiers grands fanariotes, en quelque sorte. Donc, ils ont été choisis par les sultans, justement, pour administrer l'Empire, car les Turcs connaissaient pas très mal la diplomatie, les langues. Ne parlons pas de la culture grecque, qui était la vraie. La culture, c'est, encore une fois, c'est la Grèce. Et puis, alors ces fanariotes ont eu un rôle considérable, parce que, tout en devenant administrateurs, malgré eux, mais pour survivre, et petit à petit, comme ils ont eu des postes importants et qu'ils avaient du talent, ils ont eu, c'est vrai, des ambitions pour eux-mêmes. Ils ont été assez critiqués pour ça. Mais il faut dire que parmi eux, moi je suis fier que ma famille, comme le dit le grand Iorga, l'historien Iorga, ou Juvara en Roumanie, ou d'autres historiens que j'ai pu retrouver dans mes sources, on dit qu'il y a quand même les Cantacuzènes, les Mavrocordato, les Mourouzi et les Ypsilanti, qui ont eu un rôle, si vous voulez, de stratège pour la renaissance de la Grèce. Tout à fait désintéressé, noble en ce sens. Exactement, non. N'est-ce pas? Et alors, donc, d'un côté, ils ont joué le jeu du sultan, mais d'un autre côté, d'une manière secrète, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour la renaissance de la Grèce, jusqu'au martyre. Jusqu'au martyre. Alors, les fanariotes, ce qui est extraordinaire, c'est que le sultan, pour revenir à leur, comment dirais-je, leur finesse par rapport à M. Erdogan, c'est qu'ils ont considéré le patriarche. Ils en ont fait un chef d'État dans l'État. C'est ça qui est exceptionnel. Bien sûr. Un chef d'État dans l'État. En effet, ils l'ont reconnu comme le chef de tous les chrétiens de l'Empire ottoman, d'une part, et le chef civil, non seulement religieux, mais civil. D'où l'état civil en Grèce, qui était mis jusqu'à il n'y a pas longtemps, quelques décennies, par l'Église. Par l'Église. Alors, ça, c'est tout à l'honneur et au mérite, si j'ose dire, de ces sultans. Alors que M. Erdogan en prenne de la graine, ces choses me permettent l'expression, et qu'il en fasse autant, et je crois qu'à partir de ce moment-là, les pays dits civilisés auront pour lui peut-être plus d'estime qu'ils n'en ont aujourd'hui. Qu'on pense alors peut-être votre prochain livre, ça sera sur les fanariotes ou d'autres. Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous concoctez alors? Un prochain livre? Bientôt? Pour le moment, on m'a, pour ne rien me cacher, on m'a sollicité. Mais pour ça, il faut que ça demande quand même beaucoup de réflexion. Bien sûr. Beaucoup d'appui de nouveau, de conseils et de sources. On ne peut pas faire, à mon avis, un livre de ce genre-là comme un roman. Et surtout l'inspiration. Voilà, parce que comme vous l'aviez dit au départ de notre conversation, ce livre n'est pas une fiction du tout. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment une réalité. Mais c'est tellement bien écrit et de façon claire, limpide, fluide, qu'à un moment on peut dire même, est-ce que c'est vraiment comme ça que c'est passé? C'est un mot, mais par moment aussi, on ne se trouve pas vraiment on est dans le fait historique d'une révolution, d'une avant-révolution, et pour autant, on est dans une période où les explications d'une période qui est agréablement écrite, et sans avoir la dureté en fait de cette période, la dureté des événements qui ont abouti en fait à
une révolution sanglante. Et évidemment, où une grande partie de nos compatriotes et c'est là où vous voyez, sacrifiés pour ça. il y a un personnage aussi à souligner qui est Olivier Routier dans Oui. cette histoire. Tout à fait. Parce que ça a été le déclencheur, finalement. Voilà encore un personnage qui, comme mon ancêtre, moi je les mettrais un petit peu en parallèle tous les deux. Parce que l'un et l'autre ont été pas mal occultés. Je dis bien occultés, même par le côté français. Celui qui a eu toute la lumière, c'est l'ami de mon ancêtre. C'est son grand ami, Lodoïs de Marcellus, le vicomte de Marcellus, qui a donc été chargé de négocier l'acquisition. Il l'a fait d'ailleurs brillamment. D'ailleurs, je suis très bien maintenant avec la famille et les descendants des Marcellus, d'ailleurs qui m'ont appris, malheureusement, je n'ai pas pu l'écrire dans ce livre puisque je l'ai appris après, que Marcellus, dans d'autres livres, parle beaucoup de son ami Nicolas Brouzy. Et ils étaient effectivement fascinés l'un par l'autre, et puis c'était des jeunes d'une très grande culture l'un et l'autre. Marcellus l'a prouvé même par la suite, puisque c'était un proche de Chateaubriand, d'une part, et puis c'était un grand philhellène, donc fasciné par la Grèce, et c'était sûrement un être exceptionnel. Mais si vous voulez que mon ancêtre ne lui ait pas pardonné cette négociation, ça peut se comprendre, et comme lui, en tant que chargé par son ambassadeur de l'acquérir, ça a un petit côté tragédie grecque, ça aussi. Exactement. Quelque part, n'est-ce pas? Monseigneur Constantin Maurosis, je voudrais vous remercier pour nous avoir accueillis chez vous, pour avoir pris le temps de nous expliquer vos incitations, inspirations pour écrire ce livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et que je propose à nos amis de l'Institut hellénique de diplomatie culturelle de découvrir. Donc, je vous salue aussi. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cette présentation d'un livre exceptionnel. Et pour la suite, donc bientôt, certainement, à notre rendez-vous qui aura lieu au mois de janvier 2021. Prenez soin de vous, bonne fête, et que le meilleur reste à venir. Au revoir.